au centre Kalachakra. La méditation du mercredi, c'est une méditation ouverte pour tous. Donc, vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. On ne fait pas trop de bruit pour ne pas déranger les autres si on part avant l'heure. Surtout un soir de grève, j'imagine qu'il y a des gens qui vont avoir quelques problèmes pour rentrer. Donc, en général, la méditation se divise en une période de méditation et puis de discussion. Donc, si vous avez un train à prendre ou si vous êtes un peu inquiet par rapport à votre retour, vous pouvez échapper à la discussion et partir plus tôt sans trop faire de bruit, si c'est possible. Voilà. Donc, en premier, la méditation, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on est là ce soir, pour quelles raisons on a choisi d'être là ce soir. Ce n'est pas une solution de facilité de venir ici ce soir. C'est bien plus facile d'aller se distraire, de rentrer chez soi, retrouver ses amis, sa famille. Mais non, on a choisi de venir s'asseoir sur un coussin, d'avoir les genoux qui souffrent, les jambes, le dos, dans un décor un peu bizarre, avec des peintures un peu bizarres. Une personne qui guide la méditation, qui a une robe un peu bizarre aussi. Donc vous êtes dans un centre bouddhiste et vous avez choisi de venir ici ce soir pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître le fonctionnement de votre esprit. En comprenant un peu mieux le fonctionnement de son esprit, on apprend à connaître un peu mieux le fonctionnement de l'esprit des autres. En comprenant un peu mieux le fonctionnement de son esprit, on apprend à être plus heureux et à rendre les autres autour de soi plus heureux également. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir sur ce coussin, à souffrir un petit peu, pour apprendre à être plus heureux après. Voilà. Donc c'est avec cette motivation qu'on va s'asseoir correctement, parce que pour méditer, pour mieux se concentrer, la posture est extrêmement importante. Donc soit vous êtes assise ou assis sur un coussin, et à ce moment-là, vous pliez vos genoux, vous pliez vos jambes, pardon. Si vous n'êtes pas très souple, si vous êtes plus souple, vous pouvez adopter la position du lotus ou du demi-lotus. Et ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, droit et souple en même temps, comme si on vous tirait par le haut. Voilà. Si vous êtes sur une chaise, pas de problème, mais essayez de décoller votre dos, d'avoir les jambes serrées et parallèles. Les mains sont dans cette position sur les cuisses. Le menton est légèrement baissé, les yeux à l'oblique. Et surtout détendu. Vous êtes très détendu. Vous laissez vos yeux se détendre. Vous pouvez les garder soit fermés, soit vous pouvez regarder légèrement devant vous, vers le bas. Et on va commencer par un exercice respiratoire. On dit toujours que l'esprit chevauche le souffle. Et quand le souffle se calme, l'esprit se calme. Donc, pour ramener votre esprit dans cette salle, dans le corps, on va faire un exercice respiratoire pour chasser les distractions. On va dilater sa cage thoracique pour que les poumons s'ouvrent largement. Et puis on va prendre de profondes respirations. Et on va laisser le souffle descendre jusque dans le bas du ventre. Comme si on remplissait le torse avec de l'air, depuis le bas jusqu'en haut. Comme quand on verse de l'eau dans une carafe. Elle se remplit en commençant par le fond. Donc vous respirez profondément et vous sentez à chaque fois votre ventre qui se soulève quand l'air pénètre.
Vous adoptez un rythme lent, régulier. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez expirer par la bouche. Donc j'inspire lentement, avec attention, et j'expire par la bouche si c'est plus facile. Et puis vous retenez votre souffle pendant 2 ou 3 secondes. Et vous expirez longuement. J'inspire, je retiens mon souffle et j'expire. Quand vous expirez, pensez que vous relâchez toutes vos tensions, crispations, stress, et ressentez cette légèreté, cette souplesse, cette liberté dans votre corps. Si votre esprit vagabonde,
Quand vous inspirez, vous pensez « j'inspire ». Et quand vous expirez, vous pensez « j'expire » pour focuser votre attention. Et puis vous imaginez votre esprit comme un espace largement ouvert, vaste, sans limite. Vous voyez vos pensées, vos sentiments, vos espoirs et vos craintes comme des nuages qui se forment et puis qui disparaissent. Dans cet espace. Vous voyez vos pensées aussi inconsistantes que des nuages. Elles apparaissent et puis disparaissent. Et vous vous reposez dans cet immense espace mental. Profitez de ce calme, de cette détente.
pouvez relâcher votre position, si vous le souhaitez. Décroisez vos jambes, si vous le souhaitez. Donc cette première partie, c'est ce qu'on appelle la méditation stabilisatrice, pour stabiliser l'esprit. Et après une petite pause, on va aborder la deuxième partie, qui est la méditation analytique. Donc vous pouvez détendre vos jambes comme ça, si vous en ressentez le besoin. Donc ce soir, j'ai choisi la méditation sur l'équanimité. L'équanimité, c'est l'égalité, la manière dont on perçoit les êtres en égalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous rencontrons une personne, soit nous la détestons, soit nous sommes attirés vers elle, soit elle nous est complètement indifférente. Et ces réactions sont fondées sur notre manière de voir les personnes comme agréables, désagréables ou bien inintéressantes. Donc cette méditation nous aide à rester très proche de nos sensations, de nos sentiments, à chaque fois qu'on perçoit une personne. Donc pourquoi avons-nous ce genre de perception? Pourquoi avons-nous ce genre de réaction qui discrimine entre les êtres? C'est à cause de cette perception instinctive que l'on a de ce je qui vit, qui est en nous. On le perçoit, ce je, d'une manière autonome, d'une manière permanente, alors qu'il n'est absolument pas autonome ni permanent. Et à cause de cette perception erronée qu'on a de ce je, on est toujours obligé de le protéger, ce je. Donc on va s'entourer d'objets qu'on aime, on va éloigner les objets qu'on n'aime pas, et on ne va pas faire attention aux objets qui ne nous intéressent pas. Donc ça concerne les objets et ça concerne les personnes. Donc on va essayer d'observer ces interactions qu'on a, qui peuvent durer longtemps ou pas longtemps. Hein. Bien sûr, ça peut durer 1 seconde, ça peut durer 3 minutes, ça peut durer toute une vie. Mais en général, on ne s'en rend pas compte. Donc là, on va essayer d'être plus sensible à ce genre de discrimination que l'on fait avec les personnes qu'on rencontre autour de nous. Et on va se demander si ces personnes qu'on rencontre, elles sont intrinsèquement bonnes, intrinsèquement mauvaises, et on va donc analyser cela, et on va voir si les personnes qu'on pense intrinsèquement bonnes sont d'une manière permanente bonnes. Et on va observer que ce n'est pas le cas, que très souvent on a connu des ruptures, et qu'une personne qu'on aimait est devenue une personne qu'on déteste, une personne qu'on déteste est devenue une personne qu'on aime, et une personne qui nous est complètement indifférente va sortir de cette indifférence et on va se mettre à l'aimer ou bien à la détester. Donc ça, c'est un peu notre expérience quotidienne des gens qui nous entourent. Donc nos relations changent, nous nous éloignons de certains amis, nous nous réconcilions avec des ennemis d'antan, les êtres changent, nos pensées, nos sentiments changent, les situations changent. Donc on va essayer de vivre ça en méditation et se poser les questions pertinentes à ce sujet. Donc vous vous remettez en position confortable et on va imaginer 3 personnes dans l'espace en face de nous. Quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que nous n'aimons pas et quelqu'un qui nous est complètement indifférent. Alors très souvent, quand je guide cette méditation, les gens me disent « mais moi je ne vois pas qui m'est indifférent, etc. etc. » Mais toute la journée, dans la rue, dans le métro, on rencontre des gens et on ne fait même pas attention à eux. Donc on est entouré de ce qu'on appelle les foules, ce que ce chanteur que j'aime bien appelle les foules sentimentales. Donc à Paris surtout, on est entouré de gens et on ne fait même pas attention à eux, on ne fait même pas attention à leur existence. Donc on est entouré de gens
qu'on ignore, qu'on trouve inintéressant. C'est assez facile à imaginer. Donc on imagine ces trois personnes en face de nous et on va garder pendant toute la méditation cette image de cet ami, de cet ennemi et de cet étranger. Donc essayez d'avoir une visualisation claire de cet ami qui vous est si cher, qui vous donne un sentiment de réconfort. Juste à cette évocation, on a le sourire, on aime être près de lui, il nous rassure, il nous console, il nous aime. À côté, cette autre personne qui nous a fait tant de mal, qui amène tant de confusion dans notre esprit, qui réveille tant d'agressivité, qui nous déteste et qu'on déteste parce qu'il nous déteste. Et la troisième personne, cet étranger complètement indifférent. On a du mal à visualiser un visage, mais on essaye une forme. Et on analyse les sentiments que ces trois personnes réveillent en nous. L'ami qui nous amène tant de chaleur, tant d'amour, qui réveille tant d'amour en nous. L'ennemi et ce sentiment de rejet. Et l'étranger, sentiment neutre. Et on va analyser notre relation avec ces trois personnes. Cette relation est uniquement fondée sur ce qu'elles font ou ne font pas pour nous. Combien de fois un ami a cessé de l'être, a mis terme à cette relation, s'est retourné contre nous et a donné naissance à beaucoup de rancœur, de douleur. Combien d'amis avons-nous perdus de cette façon?
Combien de fois un ami est devenu un ennemi? Combien de fois un ennemi est-il sorti de cette hostilité, s'est rapproché de nous, nous a fait des compliments, et tout d'un coup cette étiquette ennemi a changé et il est devenu un ami. Ou bien de notre propre initiative, on est allé vers cet ennemi, on lui a donné des paroles chaleureuses et il est devenu notre ami. Et combien de fois un étranger est sorti de son anonymat, est devenu bienveillant, est devenu notre ami, ou bien est devenu malveillant et est devenu notre ennemi. Nous sommes impermanents, les phénomènes qui nous entourent sont impermanents, et les relations qui nous lient aux êtres sont impermanentes. Les différences que nous voyons dans les êtres sont superficielles. Elles sont juste basées sur notre point de vue, égocentrique, erroné. Et tout le monde mérite notre amour, notre compassion. Donc on va rester concentré sur cette pensée d'amour et de compassion envers tous les êtres, ignorant les étiquettes que nous
que nous postons sur ces êtres.
pouvez relâcher votre posture. Je vois des sourires, je vois des visages un peu crispés. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez des questions? Ah, je vous écoute. C'était par rapport déjà au premier exercice, on va dire, à la méditation Stabilisatrice. Alors, donc, quand on se remplit du bas, quand on monte, mais quand on expire du bas ou du haut? On expire du haut. Par la bouche ou par le nez? Non, mais je veux dire, ça sort. Oui, par la bouche ou par le nez. En bas, on va dire. Ça sort de bas en haut. Ça sort de bas en haut. Voilà. On aspire par le nez, comme si on remplissait une carafe, et on expire par le nez ou par la bouche, si c'est plus facile. Hein. Il y a des gens qui ont des difficultés pour expirer par le nez. Donc, on expire par le nez. Voilà, c'est tout. C'est assez difficile d'inspirer par la bouche. Non, je parlais pas de ça, parce qu'on remplit la carafe, et après, elle peut être vidée par le haut ou par le bas. Je n'avancerai pas. Non, mais je veux dire, évidemment, c'est par le haut, mais entre là et on essaie de visualiser, voilà. Non, je vous comprends, je vous comprends. Oui, je pense que vous voulez dire, vous videz d'abord les poumons. Voilà, ou le ventre d'abord. Dans quel ordre l'expiration? Voilà. Ça vous a apporté une ouverture, un calme. Voilà. Des fois, c'est plus utile. Parce que je ne sais plus, je discutais avec Alvaro. Il est là, Alvaro? Oui, voilà. Et il me disait qu'il avait beaucoup de problèmes avec les exercices respiratoires. Donc, ça, c'est très simple. Comment ça s'est passé? Bien. Mieux, hein, peut-être. Oui. Il est tout simple, cet exercice. Et il amène un calme, une ouverture. Enfin, normalement. Hein. Oui. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. Je voulais savoir comment vous avez expliqué pour commencer cette démarche de la méditation. Ce que j'ai dit au début sur l'exercice respiratoire, vous inspirez par le nez, vous faites descendre le souffle jusqu'en bas du ventre, comme quand on remplit une carafe d'eau. Et ensuite, alors vous laissez le souffle remplir le ventre, les poumons, hein, vous dilatez les poumons, le diaphragme, et vous expirez soit par le nez, soit par la bouche. Voilà, vous faites ça plusieurs fois, en vous concentrant. Et si vous avez du mal à vous concentrer sur le souffle, sur le mouvement du souffle, vous pouvez penser, j'inspire, j'expire, j'inspire, enfin un peu plus lentement que ce que je dis, hein. J'expire. Le fait de dire ce mot, inspire, expire, peut retenir peut-être plus votre attention. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à suivre le trajet du souffle. Oui, c'est une question d'entraînement, en fait. Hein. Oui? Je n'ai pas trouvé la personne, je vais dire, à qui je refuse haïr, je veux dire, dans ce sens-là. Je n'ai pas trouvé c'était difficile. Non, alors, haïr, c'est peut-être un mot très fort. Ça peut être imaginé dans le métro. Moi, je prends toujours l'exemple du métro. La personne qui vous laisse votre place, sa place. Ça va, vous êtes encore jeune, ça va vous arriver quand vous aurez mon âge. Très sympathique, très amical. Merci madame, merci monsieur. Vous vous asseyez à sa place. Tout de suite, un sentiment sympathique. La personne qui vous bouscule dans le métro, vous n'allez pas ressentir une haine féroce. Hein? Non. Mais tout d'un coup, ce sentiment de bienveillance va se transformer en irritation. C'est votre ennemi. Et puis tous ces gens auxquels vous ne faites pas attention, cette foule qu'on rencontre dans le métro, ce sont les étrangers. Et tout d'un coup, la personne qui vous a cédé la place vous bouscule, ennemi,
ami devient ennemi. Vous voyez? La personne qui vous laisse sa place, qui était complètement anonyme et qui vous laisse sa place, étranger, ami. Vous allez mettre des étiquettes différentes. Vous ne vous rendez pas compte, là on est en train de disséquer les pensées qui défilent dans ce genre de situation. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais là on est en train de disséquer. Donc observez ça, comment votre esprit bascule et met des étiquettes sur les gens. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a tous, dans le bouddhisme, on essaie de développer cette pensée d'amour et de compassion. Mais pour pouvoir développer cette pensée d'amour et de compassion, on doit déjà établir cette pensée d'équanimité entre les êtres. Sinon, ce n'est pas possible. On se leurre. Tant qu'on a des amis et des ennemis et des étrangers, tant qu'on n'a pas, on ne peut pas développer cette pensée d'amour universel, cette pensée de compassion universelle. Ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment la fondation de la maison quand on veut construire ce qu'on appelle l'esprit d'éveil chez nous, quand on est bouddhiste. La bodhicitta, l'esprit d'éveil. Cet esprit qui s'éveille à tous les êtres d'une manière égale, qui offre son amour et sa compassion à tous les êtres. Tant qu'on met ces étiquettes sur les êtres, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment important de rester très proche de nos pensées et d'analyser ce qui se passe quand on vit ce genre de situation. L'équanimité, donc est-ce que c'est la compassion, ou est-ce que c'est simplement pas mettre l'étiquette sur personne? C'est pas la compassion, c'est la fondation qui permet de construire la compassion. On considère tout le monde pareil, on retire l'étiquette. Voilà. D'abord, on considère tout le monde pareil, et ensuite, on construit un sentiment d'amour et de compassion. Il y a ces différentes étapes. Hein. Et on offre différentes techniques pour ça dans la méditation analytique, hein, pour construire l'amour et la compassion. Mais c'est pas la méditation sur l'équanimité, c'est pas la méditation sur l'amour et la compassion, c'est différent. C'est la fondation de la maison. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à voir tout le monde avec cette équanimité? En faisant cette méditation. Et en restant très proche de la manière dont on pense, dont on perçoit les gens. C'est ce qu'on appelle la méditation analytique, hein, c'est-à-dire on cultive une clarté dans l'esprit qui permet de percevoir, dès qu'on perçoit un objet, ce sentiment qui naît. Ce sentiment d'attachement, ce sentiment d'hostilité, ce sentiment d'indifférence. En général, ça se passe très vite, c'est un peu comme un kaléidoscope, ça défile comme ça et on ne s'en aperçoit pas. En cultivant cette sensibilité à ces émotions qu'on ressent dans la vie de tous les jours, ça devient beaucoup plus clair. Et quand on sent une hostilité envers quelqu'un, on va tout de suite essayer de corriger ça. Quand on sent une attraction très forte envers quelqu'un, on va modérer ça. Et quand on ressent... Juste la modérer. Mais je veux pas être trop tranchante, cher ami. Donc voilà, je dirais modérer. Non, je dirais s'attacher aux êtres, c'est beaucoup moins grave que être hostile aux êtres, hein, bien sûr. Sauf que quand on est attaché aux êtres, il y a une forme d'addiction qui naît, et quand l'objet d'attachement se retourne, s'en va, ou meurt, puisqu'on est tous impermanents, meurt avant nous, on ressent une grande souffrance. Donc, il faut faire aussi attention à l'attachement, parce que c'est une cause potentielle de souffrance. Et à la place de l'attachement, en fait, quand on analyse l'attachement, on s'aperçoit qu'on est attaché à quelqu'un pour le bonheur et les sentiments plaisants que cette personne nous apporte. Si cette personne se transforme en ennemi, ce sentiment plaisant va se transformer en souffrance. Donc, il faut faire attention à ça. Et essayer de transformer cet attachement qu'on a envers les gens en amour universel. Quand on aime quelqu'un d'une manière universelle, on aime la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle nous apporte. Donc forcément, dans ce cas-là, on ne souffrira pas. La personne se retourne contre nous, on continuera à l'aimer. La personne disparaît, on aimera son souvenir. Vous voyez ? Je réponds à votre question ? Oui. Pourquoi il n'est pas naturel, ce sentiment?
De quoi? D'attachement? d'équanimité. Ah, d'équanimité. Eh bien, parce que on a comme je l'expliquais au début, on a une croyance à notre personne, à ce je, dans la vie de tous les jours, qui est qu'on pense qu'il est autonome et qu'il est permanent, et ce n'est pas le cas. Donc sans arrêt, on doit essayer instinctivement, on ne s'en rend pas compte, on va essayer de protéger ce je. Il est en déséquilibre, ce je. Il vient à quel moment, quand on est, on l'a? Oui. Depuis les temps sans commencement, c'est ce que les bouddhistes appellent le samsara. Hein. Et le bouddhisme va vous fournir des méthodes pour essayer d'éliminer cette croyance en ce je. Mais on est avec, oui. Donc dans cette vie, on essaie peut-être pas de l'éliminer complètement, mais au moins de l'adoucir, je dirais. On a ce sentiment d'insécurité, on a besoin de s'entourer de gens qu'on aime, on a ce besoin d'éloigner les gens qu'on n'aime pas, parce qu'on est en insécurité constante. Si vous analysez votre quotidien, vous le verrez facilement. Hein. C'est grâce à la méditation qu'on obtient cette clarté d'esprit et qu'on obtient cette compréhension du fonctionnement de ce jeu. Donc, dans la vie de tous les jours, essayez d'examiner comment vous réagissez à chaque fois que vous percevez un objet. Oui. Et comment on peut garder cette équanimité face à une personne ou quelque chose qui nous fait du mal régulièrement? Enfin, la situation de cette personne ne fera pas. Enfin, je pense que même si c'est pas une douleur permanente, c'est une douleur qui peut être majoritairement présente chez une personne ou chez un objet. Et comment garder cette équanimité? Mais tout dépend de votre force. Tout dépend de votre force. Si vraiment cette personne vous fait du mal juste à son évocation, c'est bien de s'éloigner un petit peu de l'objet. Hein, quand on touche quelque chose qui brûle, on retire sa main. La même chose. La même chose. Et puis quand on se sent plus forte, on peut à nouveau affronter la situation. Mais il faut pas souffrir inutilement, hein, de toute façon. Donc, s'éloigner de l'objet, c'est tout à fait correct, tant qu'on n'est pas assez fort. Puis après, on peut revenir. Et cette force, on la gagne beaucoup sur le coussin. C'est vrai. Oui. Pourquoi on reviendrait du coup? Pourquoi on revient? Mais si vous ne voulez pas revenir, vous ne revenez pas. Hein, mais bon, cette personne, dans la continuité de ce que j'ai pu dire aujourd'hui, l'idée c'est quand même de développer l'amour pour tous les autres. Et donc, Mais ce genre de méditation. On dit toujours, quand l'eau est trop chaude, il faut rajouter de l'eau froide. Quand l'eau est trop froide, il faut rajouter de l'eau chaude. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, hein, ça prend du temps, ce genre de choses. Hein, mais c'est ce qu'on recherche. C'est être tiède, alors, l'équanimité. Un peu, c'est ça. Un peu, c'est ça. Le juste milieu. Mais, en fait, est-ce que justement, est-ce que ce serait pas surtout la problématique de l'attachement, parce que finalement, quelqu'un qui nous est, on va dire, désagréable par un X ou Y, si on ne se sent pas obligé d'être collé à cette personne et qu'on juste on prend une distance, cette personne après elle ne nous dérange plus, c'est-à-dire elle n'est plus un problème dans notre pensée. Mais pour autant, parfois il y a des incompatibilités juste énergétiques, par exemple quelqu'un qui est très agité à côté de nous, donc ça va mettre, et c'est correct de
s'éloigner, Et à partir du moment où dans notre esprit, dans notre cœur, elle n'est pas un ennemi. C'est-à-dire c'est juste, Bien sûr. ouais, ouais. Mais tout dépend de votre force de supporter la chose aussi, hein. Et après, ça dépend des situations. Il y a des situations où on subit sans pouvoir du tout échapper. Donc, je pense que c'est là où le travail sur soi est peut-être le plus important. Il y a des gens qui sont harcelés au travail, enfin, on entend parler beaucoup. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le travail qui est fait ici peut être très, comment dire, Utile. se fortifier et se protéger beaucoup de cette façon-là. C'est peut-être l'unique façon, d'ailleurs, dans certains cas, d'échapper. Bien sûr. Quand on voit des grands maîtres, peu importe qu'on les critique ou qu'on les prie, ils vont rester imperturbables, hein. Donc c'est vraiment un exemple, ça. La force est intérieure. Un train à prendre. Bonne chance. Autre chose?